Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Mosaïque Cristal. Nous sommes mercredi 14 septembre 2022 et voici les titres. Fermée le 31 mars dernier, la centrale à charbon Émile Huchet va reprendre du service à Saint-Avold. Une décision de l'État pour éviter la pénurie d'électricité cet hiver. Les anciens employés ont déjà été rappelés sur site pour préparer la réouverture. Le président du département, Patrick Weiten, était de passage dans le canton de Bitche hier, l'occasion de voir et inaugurer le centre Moselle Solidarité, un nouveau point d'ancrage mis en place pour accompagner et accueillir les familles en difficulté. Lors de sa visite, Patrick Weiten a également fait escale dans les nouveaux locaux de l'unité technique territoriale à Bitche, un nouveau et unique bâtiment qui offre de meilleures conditions de travail et de nouveaux équipements aux 22 agents et aux chefs de site. Et puis le festival Euroclassique 2022 a officiellement démarré. Une première représentation a eu lieu à Obergeilbach. C'était le quatuor Ad Astra qui a rendu hommage à des compositeurs russes au cœur de l'église Saint-Maurice. Et aujourd'hui, on laisse place à la culture grâce à Maurane qui va nous parler des Journées européennes du patrimoine. Absolument, c'est un événement très attendu chaque année par le public. Alors dans cette chronique, je vous propose de faire le tour de la programmation sur l'arrondissement. Bon, on a déjà hâte d'y être, à tout à l'heure. Et en fin d'émission, on partira à la cueillette de Peltre, ce potager géant de 25 hectares qui pratique l'agriculture raisonnée en circuit court depuis 30 ans. Mais avant ça, l'actualité, c'est la centrale à charbon Émile Huchet de Saint-Avold qui va reprendre du service après 6 mois de fermeture. Une décision gouvernementale qui doit permettre de faire face aux difficultés sur le réseau électrique cet hiver. De nombreux anciens employés ont été rappelés et sont déjà sur le site pour assurer les opérations de maintenance nécessaires à la réouverture. C'est un reportage de Grégory Sebag. À 92 mètres du sol, au sommet de la centrale Émile Huchet, on aperçoit d'un côté la plateforme pétrochimique, de l'autre, au loin, les volutes de vapeur des centrales thermiques allemandes qui tournent à plein régime. Situation cocasse pour la centrale de Saint-Avold qui, elle, a stoppé son activité le 31 mars dernier et à qui le gouvernement demande de reprendre du service 6 mois plus tard. Tout juste le temps de se remettre en ordre de bataille. Donc en ce moment, ce qui se passe sur le site, c'est qu'on est en train de faire d'abord revenir tout notre personnel pour être en capacité de redémarrer l'installation. Donc dès le 1er septembre, donc il y a quelques jours déjà, tous nos salariés sont revenus. Donc on avait ouvert 69 postes pour être en capacité de tourner la saison et on a 68 personnes qui ont accepté de revenir. Donc on est aujourd'hui à niveau pour être en capacité de tourner comme on nous le demande la saison prochaine. La plupart des employés ayant fait l'objet d'un PSE, il a fallu les convaincre de revenir dans de bonnes conditions. Les délégués syndicaux ont été très attentifs à la négociation des contrats, des nouveaux statuts, des salaires et des primes qui ont été augmentés. Comme toute négociation, il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes partis de revendications responsables que nous avons mis en relation par rapport au gain que va faire Gaz et l'Énergie. Je rappelle quand même que cette opération n'est pas innocente du point de vue pécunier et résultats financiers pour Gazelle. Donc on parle souvent de partager le gâteau et on oublie de le concrétiser. Donc nous avons dit 100 à 150 millions de bénéfices et on n'a pas sorti comme ça le chiffre. Si vous faites 24 heures x 600 MW fois le nombre de jours que vous tournez, au prix de l'électricité, vous avez vite ce chiffre-là en bénéfice. Donc nous avons dit, voilà, il y a un gros bénéfice pour l'entreprise, il faut qu'il y ait aussi un gros bénéfice, tout en relativisant bien sûr, pour les salariés, pour les inciter à revenir, mais aussi pour les inciter à faire les efforts nécessaires pour adapter leur nouvelle activité à ce que cette installation puisse tourner dans de bonnes conditions. Pour faire repartir le groupe 6 et son turbo-alternateur, c'est l'heure du grand ménage sur les installations. De grosses opérations de maintenance et de contrôle sont en cours, tandis que le chef de car est prêt à reprendre en main sa salle des commandes, entièrement numérique, le centre névralgique de la centrale. Alors c'est un tout, c'est du travail de surveillance, c'est du pilotage. Parce qu'on vit au rythme du réseau électrique français, on ne produit pas 600 MW toute la journée et tout le temps. On peut baisser la charge, on peut arrêter la tranche et la redémarrer, donc ça nécessite des opérations de pilotage, tel un pilote d'avion, il décolle, il vole peut-être en semi-automatique un temps, mais il va falloir atterrir un jour, donc il reprend les commandes de son avion. L'analogie fonctionne pour une salle de une centrale, c'est exactement ça.
Thomas Abou est entièrement mobilisé à relever le défi pour l'intérêt général, mais aussi pour continuer à faire vivre l'économie locale grâce à la centrale. C'est ici qu'il a commencé sa carrière à 18 ans. Il en a aujourd'hui 32 et reste très attaché à ce site. Il faut bien savoir que le kilowatt qui ne sera pas produit à Émile-Huchet sera importé de nos frontières, et le kilowatt importé de notre frontière a de toute façon une intensité carbone strictement égale, voire supérieure à celui qui sortira d'Émile-Huchet. Donc je le dis, il n'y a pas de relance du charbon, mais gardons l'outil thermique en France, gardons les salariés en France, gardons notre industrie française. Une vision des choses loin d'être partagée par le responsable du parc à charbon. Sylvain Krebs aurait voulu se consacrer à développer des projets autour des énergies vertes. C'est avec une certaine amertume qu'il reprend son ancien poste. C'est pas que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Je fais mon boulot, j'ai mon boulot. C'est un constat d'échec quelque part. Enfin, au niveau français, au niveau de l'État, enfin au niveau de tout, être obligé de redémarrer la centrale à charbon. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose, on a manqué quelque chose. Et moi, je suis pas un pro charbon, quoi. Enfin, c'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour mes enfants. On le sait. Bah là, on va continuer. On va refaire 6-8 mois de plus à polluer. Donc c'est nécessaire pour le maintien du réseau électrique, ça je le comprends aisément, on le comprend tous, mais à un moment donné on a loupé quelque chose. Sylvain Krebs a en charge la réception et la gestion du charbon sur le site. 210 000 tonnes y ont déjà été acheminées, un charbon qui ne provient plus de Russie bien sûr, mais de Colombie, des États-Unis ou d'Afrique du Sud. Il en faudra environ 600 000 tonnes pour faire l'hiver. Chaque jour, une centaine de camions arrivent à la centrale pour réapprovisionner le stock. Ça continue tous les jours, oui. On a un flux, on rentre à peu près 2000 tonnes par jour, 2000, 2005, des fois ça baisse à 1500, mais l'ordre c'est d'avoir 2000, 2500 tonnes par jour en flux continu. Donc on fait nos réserves avant de démarrer, puis on tapera dedans, mais comme on continue à avoir de l'arrivage, le but c'est d'arriver à un zéro au 31 mars 2023. La relance de la production de la centrale est prévue en octobre. Elle doit permettre de fournir l'électricité pour 700 000 foyers du Grand Est, soit environ un tiers de la consommation de la région. Hier, le président du département, Patrick Weiten, était en visite dans le canton de Bitche. Il a fait étape au nouveau centre Moselle Solidarité. Après l'inauguration des nouveaux locaux, il est allé à la rencontre de celles et ceux qui aident et accompagnent les familles et les personnes fragiles. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. C'était un bâtiment occupé par les techniciens du département. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux locaux du centre Moselle Solidarité de Bitche. L'équipe a intégré les lieux dès le mois de décembre 2021. 12 travailleurs médico-sociaux opèrent sur site et 6 autres professionnels effectuent des permanences sur place. Le président du département, Patrick Weiten, est venu les rencontrer après l'inauguration. Cette nouvelle structure marque la volonté du département d'agir dans la proximité. Parce que nous devons être le plus proche possible de nos concitoyens et le plus proche possible de ceux qui agissent, de ces 1000 fonctionnaires du département qui agissent dans la proximité. Donc c'est 500 millions d'euros consacrés à la politique sociale, c'est 1000 fonctionnaires qui travaillent dans ce cadre-là, dans nos centres Moselle Solidarité. La mission de cette équipe est d'accueillir, d'être à l'écoute et d'accompagner les familles en difficulté et les personnes fragiles. Tous les services de la direction de la solidarité sont représentés, comme le service de l'insertion et de l'habitat ou encore la protection de l'enfance. 650 000 euros ont été investis par le département dans cette nouvelle antenne. Et puis, autre inauguration pour Patrick Weiten dans le pays de Bitche, le centre d'exploitation route et maintenance. Les anciens locaux étaient dans un mauvais état. L'unité technique territoriale de Bitche dispose maintenant d'un nouvel équipement. Thibaut Desmerlet et Marie-Morgane Pires. Et ça y est. Un nouvel espace de travail pour les 24 agents de l'unité technique territoriale de Bitche. Auparavant divisés dans plusieurs centres d'exploitation dans différentes communes alentours, ils sont désormais réunis dans un même bâtiment, situé à proximité de la caserne des pompiers. L'équipe dispose ici d'une grande aire de stockage, d'un garage pour les camions et autres véhicules et d'un lieu de vie pour les personnels. Des nouvelles conditions de travail pour les agents. Elles sont plus que satisfaisantes, elles sont fantastiques. On a été doté d'un superbe équipement de travail et tout le monde est content de pouvoir travailler dans un environnement de ce type-là. On retrouve également ici un espace de stockage pour les 1200 tonnes de sel et la fabrication de saumure. Des équipements indispensables pour l'entretien des routes en période hivernale.
Le département de la Moselle a investi plus de 2,5 millions d'euros pour ce nouveau centre d'exploitation route et maintenance. J'ai souhaité équiper chacun des territoires et des unités techniques territoriales dans la proximité de moyens qui soient adaptés à la fois à l'exigence en matière de qualité de service, mais également de renforcer la capacité à pouvoir intervenir très vite lorsqu'il arrive là un accident, lorsqu'il y a là des conditions climatiques qui sont défavorables pour permettre la circulation des biens, des moyens, des marchandises et des personnes. Un bâtiment pensé dans une logique de transition écologique. Il est chauffé par des copeaux de bois récupérés lors des abattages des arbres. Puis sans transition, aujourd'hui à Sarreguemines, c'est jour de grand marché. Jusqu'à 18h30, les commerçants ont pris possession des rues du centre-ville à l'occasion de la foire de la Saint-Michel. Des articles de toutes sortes sont proposés à la vente. C'est l'occasion pour les passants de flâner en ville et de réaliser, pour certains, quelques achats coup de cœur. Allez, de la culture avec la première étape pour le festival Euroclassique. C'était dans le Pays de Bitche à Obergeilbach. Le quatuor Ad Astra, originaire de Strasbourg, s'est produit dans l'église Saint-Maurice. Ils ont interprété des œuvres de compositeurs russes. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Le quatuor à cordes numéro 8 de Dimitri Shostakovich. C'est le morceau que les membres du quatuor Ad Astra ont décidé de jouer pour l'ouverture du concert. Dans le magnifique écrin de l'église Saint-Maurice d'Obergeilbach, ils avaient décidé de transporter musicalement les spectateurs dans l'est de l'Europe avec leur violon, leur alto et leur violoncelle. Après le quatuor à cordes numéro 8, ils ont de nouveau décidé de jouer d'autres œuvres de Shostakovich, à savoir Élégie et Polka. Place ensuite à des danses populaires roumaines signées Béla Bartók, avant de conclure par le quatuor à cordes numéro 2 d'Alexandre Borodine. Ce concert s'inscrivait dans le cadre de la 31e édition du festival Euroclassique intitulé Vent d'Est. Il se déroule en Sarre, dans le Palatinat et dans le Pays de Bitche. Prochain rendez-vous dans une commune française le 23 septembre à la salle des fêtes de Montbronn. Les musiciens du groupe Zizal proposeront aux mélomanes le concert suivant, The Klezmer Project, Bridges. Et puis, une nouvelle exposition à ne pas manquer à la médiathèque de Sarreguemines. Les peintres et sculpteurs de l'ADAL, l'amicale des artistes lorrains, ont travaillé sur la thématique de la cité faïencière. Vous pourrez redécouvrir des lieux emblématiques de la ville sous la forme artistique cette fois. L'exposition est visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque jusqu'à mercredi 5 octobre. Et pour découvrir encore plus de lieux emblématiques du territoire, c'est le moment idéal. Les journées européennes du patrimoine se tiendront ce week-end et on en parle juste après la pub. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. La journée est souvent bien ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Cependant, le matin sur l'est du département, le ciel est nuageux avec des averses éparses. Le temps s'améliore au cours de journée et des éclaircies de plus en plus larges se développent. Le thermomètre indique 15 degrés le matin et 20 degrés l'après-midi. Demain, le soleil se lève à 7h10 et se couche à 19h51. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets.
La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à Aubert-Moderne ce mercredi à 20h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Allez, chose promise, chose due, on est de retour et on va parler culture et patrimoine dans la chronique de Morane. Alors Morane, comme chaque début de chronique, on s'intéresse d'abord au bon plan de sortie pour ce week-end. Et oui, sortez vos agendas. Alors samedi soir, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour le concert de LZR. C'est un concert particulier puisque le groupe se produira sous la forme d'un café-concert dans la boîte noire. LZR, c'est un groupe de rock composé de 7 artistes dont une voix féminine. C'est à 20h30 au tarif de 9 €. On va parler des journées européennes du patrimoine, mais juste avant, il y a les journées européennes de la culture juive. Alors suivez le guide au cimetière israélite de Frauenberg ce dimanche à 14h30. Alors attention, si la visite elle est gratuite, eh bien, elle est tout de même soumise à la réservation. Et pour réserver vos places, vous pouvez vous adresser au service animation et action culturelle de la ville de Sarreguemines. Et on termine avec un concert de la chorale du Parc dimanche à 16h. Un concert pour marquer la fin de l'été. Ça se passe à l'église Saint-Denis de Sarreguemines. Un concert franco-allemand qui se terminera par un pot de l'amitié entre les deux pays à la salle de quartier. Voilà pour les sorties, Margot. Merci beaucoup et je crois que le programme pour ce week-end n'est pas encore terminé. Et oui, loin de là, ce week-end, place aux journées européennes du patrimoine. Alors c'est un événement, comme je l'ai dit, très attendu par le public tous les ans. Et cette année, c'est la 39e édition. Alors avant de vous donner le programme sur l'arrondissement, on va rapidement faire un rappel historique. Alors les journées européennes du patrimoine sont made in France, un cocorico. En 1984, un certain Jack Lang, alors ministre de la Culture, décide de lancer une journée spéciale afin de conserver, restaurer, protéger et valoriser l'ensemble du patrimoine français. La première édition se nommait d'ailleurs la journée porte ouverte dans les monuments historiques et elle a cartonné partout en France. Et je crois que le succès fut immédiat. Absolument. L'année suivante, Jack Lang décide d'en parler au Conseil de l'Europe pour donner une dimension européenne à l'événement. Tout se met en place, immense succès. Et la journée porte ouverte dans les monuments historiques se transforme donc en journée européenne du patrimoine au pluriel, les fameuses JEP, qui se déroulent généralement le 3e week-end du mois de septembre. Et aujourd'hui, on en est à la 39e édition. Oui, et le thème de cette année, ce sera le patrimoine durable. Alors, selon l'édito de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, la valorisation de notre passé et la préparation d'un futur responsable sont compatibles et intimement liés. Le patrimoine a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut parfois savoir revenir aux fondamentaux et aux matériaux locaux pour construire le patrimoine durable de demain. Très bien. Et alors, quoi de prévu sur notre arrondissement ? Alors, commençons par le pays de Bitche. Que seraient les journées du patrimoine sans passer par la citadelle de Bitche ? Les portes de la Grande Dame vont s'ouvrir pour vous faire découvrir tous ses secrets. Des visites insolites seront organisées. Pensez toutefois à réserver en amont pour y participer. Et comme la citadelle fait l'objet de travaux de restauration, des visites de chantier seront aussi au programme. L'occasion de découvrir un travail de sauvegarde du patrimoine. Juste en dessous, passez par le jardin pour la paix. Vous pourrez profiter librement d'une balade à la découverte des multiples plantes du jardin. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, des visites guidées en compagnie du chef jardinier seront organisées. Et j'imagine que ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. À Bitche, toujours, l'association T2SB vous fera découvrir la gare et bien plus grâce au vélorail. Alors attention, pour cette animation, il faut impérativement réserver vos places auprès de l'association au tarif de 20 € par vélorail qui peut accueillir maximum 4 personnes. Côté histoire, cette année, ça fera 80 ans que les Malgré-nous ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. L'occasion pour l'espace mémoire de Bitche de recueillir les témoignages des familles. Un stand sera installé samedi et dimanche après-midi devant l'espace mémoire au-dessus de la porte de Strasbourg. Vous êtes cordialement invités à venir enrichir la mémoire locale du secteur. Photos, lettres, souvenirs, toutes les informations sont les bienvenues. Une immense banderole fera office de mur du souvenir. C'est un projet participatif important pour le devoir de mémoire. Alors ça, c'était pour la ville de Bitche. Qu'est-ce qui se passe en dehors ?
Eh bien, qui dit pays de beach dit verre et cristal, alors profitez-en pour découvrir les visites du musée du verre, du CIAV de Meisenthal, ou encore aller voir du côté de la cristallerie de Saint-Louis avec ses nombreuses collections. Le site du Moulin des Juilaires vous accueille aussi pour des visites samedi et dimanche. Le moulin, le rucher et la scierie n'auront plus de secrets pour vous. Puis des ateliers bricolage seront aussi mis à disposition pour les enfants. Et puis bien sûr, les sites du Simserhof, du Fort Cassot et du Fort Saint-Sébastien restent des incontournables sur le secteur, alors profitez-en. Ça fait quand même pas mal d'options. Et du côté de Sarreguemines? Alors, du côté de Sarreguemines, on vous le répète depuis quelques semaines déjà, le château Hutschneider ouvrira ses portes en nocturne à l'occasion des 20 ans de la Casque. Je le rappelle, même si les visites sont gratuites, il faut penser à réserver en amont. Et puis, comme l'un ne va pas sans l'autre, vous pourrez également visiter le pavillon de Geiger, un bâtiment emblématique de la ville de Sarreguemines, avec notamment une exposition qui retrace l'histoire de cette structure. Du côté du palais de justice, eh bien, il ouvrira aussi ses portes pour vous faire découvrir l'histoire et le patrimoine du bâtiment. Et en prime, c'est trop cool, vous pourrez assister à un procès fictif, évidemment. Mais voilà, on n'a pas souvent l'occasion de voir comment ça se passe à l'intérieur, donc c'est sympa. Et puis à Sarralpes, c'est une visite du centre historique qui est au programme. Et puis du côté de Roulin, rendez-vous place de l'église pour découvrir la maison Lorraine, avec notamment une expo photo qui retrace 20 ans de travaux et d'engagement de l'association des Amis de la Maison des Arts et Traditions. Très bien, et on ne peut pas parler des journées du patrimoine sans parler des musées de Sarreguemines. Et oui, tu as raison, du côté des musées de Sarreguemines, eh bien, vous pourrez profiter de multiples expositions comme celle sur les pots à tabac au jardin d'hiver ou encore l'exposition Made in IEAC au Moulin de la Blise. Et d'ailleurs, une toute nouvelle expo débarque aussi ce week-end. Jeanne, une icône lorraine à la faïencerie de Sarreguemines. Vous pourrez découvrir de nombreuses représentations picturales de Jeanne d'Arc, donc au musée de la faïence situé au centre-ville de Sarreguemines. Mais c'est tout ce que tu as en stock, Morane? Patience Margot, j'arrive au clou du spectacle. Alors si j'ai survolé la programmation du côté de la Casque, eh bien c'est parce que le Crédit Mutuel et différentes associations de l'agglo se sont alliés pour proposer un programme complet intitulé Balades et découvertes de la vallée de la Blise. Randonnées, spectacles, expositions, visites et animations réparties sur 5 communes. Sarreguemines, Bliesfeyen, Frauenberg, Blise-et-Bersin et enfin Blisebruck. Ce dimanche uniquement de 11h à 17h. Faites vous-même votre programme grâce au plan d'itinéraire qu'on voit juste ici. Je te le donne Margot, tu peux regarder. Grand plaisir. Alors au total, il y a 13 associations qui participent à ce programme, dans le cadre des JEP bien sûr. Et j'ai trouvé l'idée trop chouette parce qu'en fait tout y est recensé. Par exemple, si samedi matin j'ai envie de faire un tour à l'arboretum de Bliesfeyen, super parce que sur place, il y a des animations qui sont aussi au programme. Il y a notamment un spectacle de Laurent Bartel ou alors un stand de la Ligue de protection des oiseaux. C'est super tout ça. C'est très très beau cool. Programme. Et tu vois, et puis il y a aussi bien sûr le château de Frauenberg ou encore le parc archéologique de Blisebruck-Ranheim. Le programme est assez complet, puis si ça vous intéresse, il est disponible sur les pages Facebook des associations participantes, par exemple sur la page du domaine de la Blise ou encore en format papier en mairie ou à l'office de tourisme de Sarreguemines. Donc voilà, j'ai un peu survolé les programmes, c'est un peu compliqué de tout dire, il y a énormément de choses. Mais voilà, je vous invite à vous tourner auprès des offices de tourisme ou alors des associations ou encore des mairies. En tout cas, cette 39e édition va faire beaucoup de bien, surtout après ces 2 dernières années un peu compliquées. Effectivement, merci beaucoup Morane. Est-ce que tu sais ce qui va faire aussi beaucoup de bien à l'approche de l'automne? Ah ben non, je sais pas. Je vais te le dire, c'est consommer des fruits et légumes de saison et locaux en plus. En plus, c'est possible de les récolter soi-même, comme dans l'immense potager de Peltre, sorti de terre il y a 30 ans, avec 30 000 cueilleurs dans ses champs chaque saison. Le plus court des circuits courts a encore de beaux jours devant lui. C'est un reportage de Fanny Bragard. T'as vu là, 30 ans 30 ans, oui. Et t'es pas là Si, je suis dessus là-bas. 3 décennies après son pari fou de laisser la clé des champs au public, Gentiment cultive toujours sa cueillette. En 1992, l'agriculteur décide d'ouvrir ses 4 hectares pour que les clients fassent eux-mêmes leurs courses à la ferme. Une révolution payante. On est quand même fiers de la réussite du système, quoi. Ouais. Parce qu'il faut quand même dire que depuis la vache folle, il y a un engouement pour le naturel. Au fil des crises et des saisons, l'enthousiasme des clients ne se dément pas. Aujourd'hui trentenaire, la cueillette de Peltre s'étend sur 25 hectares et accueille 30 000 cueilleurs chaque saison, ravis de faire leur marché en pleine nature.
Le fait de prendre l'air, de prendre des légumes, des fruits du coin, et puis ils sont très bons, ils sont frais, et puis du coup je peux les conserver à la maison, ils durent longtemps. Avec 60 variétés de fruits, légumes et plantes cultivées en agriculture raisonnée, la cueillette fait le bonheur des gourmands. Si elles sont toutes rouges, elles sont trop bonnes. Comme elles. Et ça, c'est trop bon. Goûteux et de saison, ce potager géant possède aussi des vertus pédagogiques. Nous, les gens, ils viennent en famille, ils ont vu comment ça poussait. Une tomate, quand on vient nous demander des tomates au mois de mai, non. Une tomate au mois de mai, on est seulement en train de la planter. On fera tout pour respecter la saison et c'est notre point fort. Et il faut qu'on le garde. On ne va pas commencer à mettre du chauffage dans des serres. Un amour de la terre embrassé par la vingtaine de salariés du site, à commencer par l'épouse de Vincent qui a très vite rejoint l'aventure familiale. C'est mon bureau à ciel ouvert, donc c'est un super bureau en fait. Je travaille ici depuis toujours, puisqu'en fait quand on se marie avec un agriculteur, on s'implique toujours. Avec la famille, les 3 enfants, la cueillette, le travail à côté, c'était plus possible. Donc maintenant je me consacre entièrement à la cueillette. Donc je m'occupe plus de l'équipe de vente, de la boutique et mon mari de la production. Fermiers dans l'âme, les Tillemans ont su se diversifier sans dénaturer leur concept du plus court des circuits courts. Une démarche durable et responsable qui plaît aux cueilleurs. On peut acheter autre que des légumes également, aussi bien de la charcuterie que de la boisson, que tout. On peut partir, disons, avec beaucoup de choses, quoi. Il y a toujours un petit sourire, un petit échange. Même si on ne se connaît pas, ça ne fait rien. C'est le plaisir de rencontrer, de partager. Bientôt certifiée exploitation à haute valeur environnementale, la cueillette de Peltre a encore de beaux jours devant elle. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition du 30 minutes. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Julia pour un nouveau numéro en direct à midi. Excellente fin de journée à toutes et à tous.